Alors, de retour pour un épisode régulier cette semaine. Je suis seul pour l'instant, entouré de mes 2 chats et de mon... C'est pas mon chien, mais presque. J'attends tout le monde, mais je n'avais pas envie de perdre trop de temps. J'avais envie de retrouver les gens parce que, bon, il y a eu quelques gens qui nous ont écrit, pas trop, mais on avait essayé une expérience la semaine dernière avec les Oui Québec. On a fait un épisode vraiment discussion sur l'indépendance du Québec. Et là, on revient avec un épisode régulier. Alors, bon, là, je le sais, on est jeudi. C'est le jour, la journée mondiale de la radio. Vous nous entendez sûrement samedi matin ou peut-être même plus tard dans la semaine, mais je pense que c'est important de le souligner. La balado, entre autres, qui est un peu, je dirais pas la radio de demain parce que la radio va pas disparaître, mais on est quand même dans cette famille radiophonique extraordinaire dont je me plais tant. Alors, je suis content que vous soyez là. Bon, Guy Nantel a annoncé officiellement qu'il se lançait dans la campagne. J'en ai parlé quelques fois ici. Je ne suis pas le plus grand fan de Guy Nantel. Je suis encore en train de sous-peser parce que, évidemment, je suis en train de sous-peser si je l'invite ou non. Parce que la semaine dernière, quand on a enregistré l'épisode avec les Oui Québec, il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon qui est venu me voir avant la balado. Jeune homme que je trouve... jeune homme que je trouve de moins en moins, que je trouve sympathique. Et là, je disais, hey, je suis pas sûr là, que je vais vous inviter parce que si j'en invite un, il faut que j'invite tout le monde. Mais la réflexion se poursuit. J'aimerais peut-être qu'on rencontre des candidats. On verra. Peut-être qu'il y aura des désistements au cours de la campagne et je pense pas faire un débat, mais je pense que ce serait important de les avoir. Mais je tergiverse encore dans cette balado à inviter des politiciens parce que je trouve que souvent, on est dans la cassette. C'est difficile de les sortir de leur cassette, particulièrement quand ils sont en campagne parce qu'ils sont en représentation. Mais ça pourrait être un beau défi. Donc, voilà, j'en profite parce que Guy Nantel s'est présenté. Bon, je fais une petite blague, là, j'imagine qu'il est corrigé, mais sa page Facebook, c'était l'équipe Guy Nantel. Alors, évidemment, les calembours sont infinis. Et Nantel, malade Nantel, en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire. On le fera pas parce qu'on sait vivre, mais ça va être à surveiller. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, cet épisode va être assez costaud. On va avoir Andréane Bissonnette de la chaire Raoul Dandurand qui va revenir sur ce qui s'est passé, entre autres, dans l'investiture démocrate au New Hampshire et en Iowa. On a Godefroy Lorando qui va nous faire un petit retour. Il y a des gens qui ont écrit cette semaine par rapport à sa chronique d'il y a 2 semaines sur le coronavirus où il disait que la Chine était exemplaire dans sa gestion, tout ça. Ben bon, les choses ont changé depuis. Il va faire un petit retour là-dessus et il va nous parler, je crois, de sa situation personnelle vis-à-vis de l'utilisation de la voiture, entre autres, et ce qui se passe aussi avec les manifestations dans l'ouest du Canada par rapport au pipeline et au pétrole. Et on va avoir surtout, ça je suis bien content, un gros bloc sur le film Mafia Inc. Qui est sorti hier. On va avoir Pods, le réalisateur, on va avoir Sylvain Guy, le scénariste, et on va avoir André Cédillo, un des 2 journalistes qui a écrit le livre Mafia Inc., qui a accepté de venir nous parler de ce livre-là et qu'on ait des réflexions. On va sortir idéalement des anecdotes de mafia qu'on entend souvent dans ce genre de chronique et qu'on réfléchisse un peu plus large sur le rôle de la mafia, parce que moi, j'ai lu le livre et j'ai eu la chance de voir le film pour cette année-là, entre autres avec Marc Labrèche, j'avais fait une chronique là-dessus et j'ai eu la chance de voir le film avec Pods dans une salle chez Melz, une salle de visionnement avant Noël. Donc, j'ai eu la chance de discuter avec lui, tout ça, et j'avais proposé « Hey, j'aimerais ça que tu viennes à ma balado en parler. » Alors, il a dit oui. Donc, ce sera le menu pour ce 17e épisode de la balado de Fred Savard. Alors, c'est le retour de la politologue de la chaire Raoul Dandurand, Andréane Bissonnette. Bonjour. Bonjour. Et là, la dernière fois que vous êtes venu à la balado, vous nous avez dit, vous allez, en fait, prochain rendez-vous New Hampshire, je devrais y être. En fait, le lendemain, je vais être à la balado pour vous faire un résumé. Et finalement, il paraît que vous n'êtes pas allé. Non, trop de neige, trop petite voiture, habituée aux routes montréalaises et pas aux White Mountains. Donc, j'ai préféré rester à Montréal pour être en un morceau pour venir vous voir. C'est une voiture de doctorante. Quand vous allez avoir votre diplôme, vous allez pouvoir vous acheter un gros Hummer. Exactement. Électrique. Alors, vous allez nous résumer un peu ce qui se passe avec en fait, ce qui se passe, entre autres, chez les démocrates. Il y avait des grandes étapes pour la présidentielle qui s'en vient. Alors, on en est où présentement?
Oui, donc la dernière fois qu'on s'est vu, on était dans les débats, puis là, après plusieurs mois à parcourir les routes, les candidats font face à leur premier test, les électeurs. Oui. Donc, on a commencé d'abord en Iowa la semaine dernière, où, on en a entendu parler en long et en large. Il y a une application qui avait été mise en place par le Parti démocrate pour compter les votes, parce que si on se rappelle, en Iowa, c'est un caucus, donc en fait, les gens se réunissent physiquement dans une salle et se divisent entre les candidats. Et là, les résultats devaient être envoyés par une application. Ouais. L'application a eu quelques petits dératés, ce qui a fait qu'en fait, on a beaucoup plus couvert l'application que les résultats qui ont... En fait, les résultats sont à peu près jamais rentrés. Là. Les gens sont allés se coucher, puis on savait pas trop qui sortait gagnant. Et non seulement on est allé se coucher sans savoir qui sortait gagnant, mais on s'est levé sans savoir qui était gagnant également. Et finalement, une fois que les résultats sont rentrés, c'est une victoire en termes de délégués pour Pete Buttigieg, l'ancien maire de South Bend, et une victoire de Bernie Sanders en termes de vote populaire. Donc, les deux candidats ont eu beaucoup plus de traction suite à ce premier vote-là. On parle de vote populaire, c'est les électeurs démocrates. Exactement. C'est pas une préélection. Là, je sais que ça a l'air des questions très, très simplissimes, mais ça reste... Mon Dieu que c'est complexe, tout ça. Mais c'est un peu comme si vous aviez une course à la chefferie pour un des partis au Québec et qu'on faisait un vote à des dates différentes dans chacun des comtés électoraux. Okay. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais il y a deux catégories de votants aussi. Il y avait un caucus républicain et un caucus démocrate. Non, je veux dire, au sein même du même parti, il y a des... Est-ce que j'ai compris? Il y a des délégués et il y a des électeurs... Les électeurs vont en fait octroyer un nombre de délégués qui vont se rendre à la Convention démocrate en juillet et qui vont, si on veut, donner le choix populaire lors de la convention. Et celui qui aura le plus de délégués sera celui qui remportera l'investiture, effectivement. D'accord. Et donc, en Iowa, il y a eu donc une victoire de Buttigieg, une bonne performance de Sanders également, mais ce qui a surpris, c'est Amy Klobuchar qui a très bien fait en Iowa. Et à ce niveau-là, on peut entendre les mots, en fait, de Mme Klobuchar. We know there's delays, but we know one thing. We are punching above our weight. Et comme l'a dit Mme Klobuchar, elle a eu une performance qui a surpris à la fois les analystes et la population. Et c'est une performance positive qu'elle a amenée aussi au New Hampshire, où elle a très bien performé dans le débat. De l'autre côté, ceux qui ont moins bien performé en Iowa, on a eu Joe Biden, mais pour sa campagne, en fait, a profité du cafouillage parce qu'on a tellement parlé de l'application. Parce qu'il aurait pu être le grand perdant de cette soirée-là si les résultats avaient été dévoilés comme prévu, au moment prévu. Absolument. Donc, si on avait eu les résultats le soir même, le lendemain, on aurait parlé d'une part de Pete Buttigieg et de l'autre de Joe Biden, qui, on s'attendait à ce qu'il fasse très bien en Iowa. Et finalement, il a quand même profité de cette absence de couverture-là pour un peu camoufler cet échec-là. Mais la semaine suivante, ça n'a pas été aussi facile de camoufler l'échec de la campagne de Biden au New Hampshire, parce qu'encore une fois, on a eu une soirée qui a été très difficile. Biden qui a terminé en 5e place au niveau des électeurs. Donc, on a eu une victoire prévisible pour Bernie Sanders, suivie d'une 2e place pour Buttigieg. Et la grosse surprise, encore une fois, Amy Klobuchar en bonne 3e, qui a eu une soirée vraiment très intéressante. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, pour Mme Klobuchar, de deux conventions où elle termine 3e? Est-ce qu'elle peut prétendre à éventuellement... Est-ce qu'elle est en ascension ou elle ne fait que bonne figure parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là? Elle fait bonne figure, mais elle a aussi une ascension parce qu'en fait, lorsqu'on a sondé les gens à la sortie des urnes, on leur a demandé est-ce que le débat de vendredi au New Hampshire a eu un impact sur votre décision? Et parmi les électeurs de Klobuchar, on a dit le débat a vraiment eu une très grande influence dans leur choix. Ce qui fait qu'on voit que Amy Klobuchar, lorsqu'elle performe bien en débat, ça a un impact direct sur sa popularité et sur le fait que les gens la reconnaissent et en fait, connaissent mieux ses idées et son nom également. Est-ce qu'elle se positionne pour la prochaine étape, la prochaine élection? C'est-à-dire qu'elle se fait connaître là pour la prochaine présidentielle, pas qui s'en vient, mais l'autre dans 4 ans?
C'est une possibilité, mais il y a aussi toute la question, là, lorsqu'on a une campagne électorale, même si on n'est pas la personne qui finit par obtenir l'investiture, il y a toute la question des postes au sein de l'administration. Ouais. Si vous regardez lors des primaires républicaines, Ben Carson, qui aujourd'hui fait partie du gouvernement de Donald Trump, était un candidat qui a fini par se retirer. Également, il y a toute la question de la vice-présidence. Mais oui, il s'est fait connaître. exactement. Oui, et on se fait connaître à l'extérieur de son... du Midwest, exactement, Okay. oui. Bon, Joe Biden, est-ce que c'est une dégringolade qui était prévue ou c'est pire que ce que les experts voyaient venir? Au New Hampshire, on s'attendait à ce que Joe Biden ne remporte pas la primaire. C'est un État qui est voisin du Vermont, donc la victoire de Bernie Sanders était prévisible. Par contre, d'avoir une 5e place derrière Klobuchar, derrière Warren, qui performait moins dans les sondages également, ça, c'est quelque chose qui peut faire plus mal, d'autant plus que dans l'histoire récente de la présidentielle, de ne pas remporter ni l'Iowa ni le New Hampshire augure très mal pour une nomination au niveau du parti. Du côté de la campagne de Biden, on est prudent et on dit qu'en fait, on mise beaucoup sur les prochains États qui s'en viennent, que sont le Nevada et la Caroline du Sud. Et même mardi soir, alors que les autres candidats étaient au New Hampshire et célébraient, Joe Biden était déjà en Caroline du Sud et continuait sa campagne à ce niveau-là. Donc, ça va être de voir dans les prochains rendez-vous qu'est-ce qui va se passer, d'autant plus que du côté de Amy Klobuchar et de Pete Buttigieg, le soutien auprès de la communauté afro-américaine et latino-américaine n'est pas aussi fort qu'au sein de la communauté américaine blanche, ce qui fait que ça va être plus difficile dans les États à venir qui sont beaucoup plus diversifiés que le New Hampshire et l'Iowa. Donc, pour ces 3 campagnes-là, en fait, les prochains rendez-vous vont être vraiment importants pour la suite des choses. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'après l'annonce de 3 candidats qui ont quitté la course mardi soir, les 5 candidats qui mènent actuellement ont dit qu'il n'y aurait pas d'annonce quant à le futur de leur campagne avant le Super Mardi, qui est le 3 mars. Peut-être nous rappeler, surtout pour moi, qu'est-ce que le Super Mardi? Donc, le Super Mardi, en fait, c'est un peu comme le Super Bowl des élections américaines en termes des primaires et des caucus. C'est-à-dire qu'on a une pluralité d'États qui ont décidé de mettre leur primaire ou leur caucus la même date. Ah, donc, OK. Mardi, le 3 mars, on aura un nombre beaucoup plus important d'États qui vont voter tout en même temps la même soirée. Et ce qui est intéressant... Dans les deux parties? Les primaires et les caucus sont dans les 2 parties, mais certaines primaires républicaines ont été annulées parce qu'on se rallie derrière le président sortant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Super Mardi est encore plus gros cette année. La Californie a décidé de déplacer sa primaire de début juin pour l'amener au Super Mardi. Donc, un gros morceau... Elle a devancé, en fait. Exactement. On a devancé les primaires. Donc, ça va être un gros morceau le 3 mars qui pourra avoir un impact là, sur la suite des choses pour certaines campagnes. J'ai 2 questions. J'ai entendu, je pense Yves Boisvert cette semaine à Midi Info, qui disait que Bernie Sanders était de plus en plus, pas mal vu, mais dérangeait au Parti démocrate parce qu'on trouvait qu'il est en train de cultiver une espèce de culte de la personnalité. Il est en train de rendre le Parti démocrate sectaire. Est-ce que c'est quelque chose qui se sent pour quelqu'un comme vous qui suivez cette campagne de près? Mais en fait, aux États-Unis, le fait d'avoir 2 grands partis... Parce qu'en fait, on lui reproche de ne pas être un vrai démocrate. Le Parti démocrate est plusieurs choses, tout comme le Parti républicain est plusieurs choses. Et c'est un des impacts d'avoir juste 2 partis, c'est qu'on a un parti qui est plus parapluie, et c'est des mots aussi que Amy Klobuchar utilisait récemment pour parler d'une alliance démocrate. C'est que puisqu'on a juste ces deux grands partis-là, on est obligé d'accueillir des gens qui normalement seraient peut-être pas là, seraient dans un 3e, 4e parti. Exactement, et c'est ce qui s'est passé aussi avec le Parti républicain lorsque le Tea Party s'est formé, qui était vraiment très à droite. Oui. Et là, c'est la même chose qui se produit au niveau du Parti démocrate, mais avec une frange plus à gauche. Fait qu'ils sont obligés de composer avec ça. Puis en même temps, Bernie Sanders est quand même populaire dans une frange des électeurs aussi. Je pense que ça se confirme avec les résultats. Et l'autre question, Michael Bloomberg? Oui, Michael Bloomberg, donc il va être à surveiller parce qu'il il n'était pas dans les premiers débats parce que le Parti démocrate avait mis des règles de participation qui imposaient non seulement un appui populaire dans les sondages, mais également un nombre de donneurs individuels. Mais Michael Bloomberg
finance sa campagne à même sa propre richesse. Donc, Ouais. il n'a qu'un seul donateur, en fait, et c'est lui-même. Et là, pour la suite des choses, on va le voir sur les bulletins de vote parce qu'il n'était pas inscrit au New Hampshire. Mais là, dans les prochains jours, dans les prochains votes, on va effectivement le voir, Michael Bloomberg, et voir l'impact Bloomberg. Donc, jusqu'à quel point ça se fera sentir. Bon, vous êtes une universitaire, je suis sûr que vous n'aimez pas faire des prédictions, mais est-ce que... Vos prédictions! Oui. Non, mais est-ce qu'ils vont venir mêler les cartes? Est-ce qu'il y a des chances? Comment vous voyez ça? Donc, c'est sûr qu'au niveau du vote plus modéré, on vient diviser aussi ce vote-là, et on l'a vu, donc les électeurs de Pete Buttigieg et de Amy Klobuchar au New Hampshire étaient très similaires, et là, on a également au niveau de Biden, donc on vient un peu plus découper les électeurs à ce niveau-là. Après, il est rentré plus tard dans la course. On parle aujourd'hui d'un soutien au niveau national qui avoisine les 13%, donc on reste qu'on talonne là, les trois premiers candidats. Il va falloir attendre, je pense, dans les prochains États, parce que, comme je le disais, le New Hampshire et l'Iowa sont très blancs. Ouais. Les prochains États vont nous amener un petit peu plus d'indications quant à qui sort voter, d'une part, mais également de quelle façon les différentes communautés ethnoculturelles vont voter. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, c'est pas que je veux pas faire de prédiction, d'une part, mais c'est que c'est juste trop tôt. Là, justement, vous parlez des prochains États. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Quelle est la route qui s'offre à nous? Donc, la prochaine étape, c'est le Nevada, les caucus, donc le 22. Surveiller très bien si les Latino-Américains vont sortir voter, parce que ça peut être un indicatif, d'une part, au terme des candidatures qui sont préférées par cet électorat-là, mais aussi est-ce qu'ils vont sortir aux élections générales, qui pourraient être un boost pour le Parti démocrate. Et l'autre rendez-vous, est-ce que traditionnellement, c'est une clientèle qui se rend aux urnes? Non, et c'est ça qui sera intéressant de regarder, c'est qu'en 2018, lors des élections de mi-mandat, on a eu une participation supérieure des Latino-Américains, mais historiquement, on les appelle le géant qui dort parce que c'est un groupe qui a un potentiel politique très fort, mais qui ne sort pas voter, qui a des taux de participation beaucoup plus faibles que la moyenne. Donc, ce sera intéressant. Et à l'inverse, en Caroline du Sud, de surveiller le vote afro-américain, et les Afro-Américains votent davantage que la moyenne nationale. Donc, pour Joe Biden, il y a beaucoup... Toutes les clientèles réunies? Ah oui? Exactement. Donc, les Afro-Américains sont le groupe ethnoculturel qui vote au plus fort pourcentage de participation. Donc, ce sera intéressant et de voir la campagne de Joe Biden, si on pourra revenir des deux premiers rendez-vous manqués et de voir la suite des choses. Puis, si on regarde du côté de Sanders, qui voit déjà la lutte contre Trump, et à ce niveau-là, on a un extrait de ce que Sanders a dit après le New Hampshire. This victory here is the beginning of the end for Donald Trump. Et donc, à ce niveau-là, il est confiant. Sanders est très confiant pour la suite des choses. Un petit bémol, tout dépend, encore une fois, de qui va sortir voter. Et c'est pour ça qu'au-delà de qui va gagner dans les prochaines semaines, je vous invite à regarder qui sortira voter. Quels seront les sondages à la sortie des urnes pour voir quel groupe démographique, quelle communauté ethnoculturelle et quels sont les enjeux principaux que ces électeurs-là disent comme étant le motif principal pour aller voter. Ça sera un indicatif pour 2020, pour novembre. Vous n'avez pas parlé des Premières Nations? Des communautés autochtones? Des communautés autochtones américaines? Oui, donc au niveau aux sorties des urnes, pour le moment, les deux États qui ont été sondés, il n'y avait pas de communauté autochtone, mais lorsque le Dakota... c'est ça, pour la suite? Exactement, donc ce sera intéressant de regarder. C'est sûr que c'est une communauté qui n'est pas beaucoup étudiée en études électorales et qui est un manque au niveau académique. Donc, si vous êtes à l'écoute et que vous cherchez un sujet intéressant, ça peut être quelque chose là, qui pourrait être... Fait qu'on n'a pas vraiment d'idées... en fait, on n'a pas d'idée, j'imagine qu'on en a un peu, mais si on peut étudier, est-ce qu'on sait s'ils participent, c'est une clientèle qui participe au scrutin électoral? Ça dépend des communautés. On ne peut pas les mettre tous dans un même chapeau. Oui. Si on pense notamment à la communauté Tono-Udam qui est en Arizona et qui est particulièrement opposée au mur frontalier actuellement, ils sont très vocaux et ils sont très actifs. Ils vont à Washington pour essayer d'avoir une représentation. Donc, ce sera intéressant de voir s'ils seront actifs aussi durant la campagne. Et également, on a vu dans les
les dernières années à Standing Rock. Et le président Trump vient d'annoncer officiellement que certains secteurs protégés en Utah ne le seront plus, incluant des monuments nationaux. Donc, la suite des choses sera intéressante à ce niveau-là aussi. Alors, en conclusion, et là, est-ce que j'ai cru comprendre que vous seriez peut-être une fan de hockey, parfois? Oui, tous les jours. Je regardais la saison du Canadien cette semaine et les élections américaines en même temps. Et je me disais que les élections américaines me semblaient beaucoup plus excitantes, remplies d'excitation, de surprises et de rebondissements que la saison des Canadiens, malheureusement. Et donc, pour le moment, si vous cherchez un petit peu de piquant dans vos soirées, de regarder le 22 février le caucus du Nevada lorsqu'on sera dans la capitale du vice. Puis nous, je pense qu'on va se revoir après le Super Mardi. Je pense que ça serait une bonne échéance. Donc, la semaine du 3, je ne sais pas quel jour, c'est un mardi en fait, donc le jeudi. On pourra vous entendre avec vos analyses toujours très intéressantes. Merci Andréa Bissonnette. Merci. Soit tu transfères le cash maintenant, soit tu manges avec une paille pour les 6 prochains mois. Monsieur Xenakis, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, Julie. J'appelle la sécurité. Non. Parfait. Merci, Julie. Merci, Julie. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Il était toi, là. Je dirais à mon monde d'être très prudent. T'avais dit juste toi et moi. C'est qui, lui? Calme-toi, c'est comme je t'avais dit. Just you and me, bro. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de Mafia Inc., qui est la grande sortie cinéma du jour, de la semaine. Et là, on va faire un gros segment, en fait, parce qu'on est autour de la table. D'abord, André Cédillo, merci d'être là. Au plaisir. Vous êtes un des deux auteurs du livre Mafia Inc., qui est le grandeur et misère du clan sicilien au Québec. Livre sorti en 2010. Sorti en 2010 et mis à jour en 2011. Voilà. Et là, vous avez été journaliste longtemps à la presse. J'ai été 35 ans à la presse, chroniqueur judiciaire. Spécialisé dans les affaires criminelles. Voilà. Alors, très content que vous soyez là. Vous avez écrit un livre. On aime beaucoup parler de livres ici à la balado. Mais là, ce livre-là a inspiré un film qui vient de sortir. On a le scénariste du film Mafia Inc., Sylvain Guy. Oui. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. J'insistais pour que le scénariste soit là parce qu'on a toujours les réalisateurs habituellement, ou la vedette, ou la vedette d'un film. On parle jamais des scénaristes qui sont la cheville ouvrière qui rendent possible tous ces films. Et accessoirement, on a Pods aussi. Allô, Pods? C'est bon, tu dis ça de même. Il est à temps? On va mettre les choses à leur juste place. Non, mais je trouve ça... j'ai eu la chance de voir le film avec Pods avant Noël pour cette année-là. J'ai vraiment eu cette chance-là. C'était un visionnement... Tu voulais voir, je pense, les... Je voulais voir les... on n'est pas obligé de le dire. Non, on testait. On fait des visionnements tests pour voir si ça marche, si les gens... Fait que j'ai eu cette opportunité d'être avec le réalisateur. Donc, je l'ai vu avant Noël. Et là, avec la sortie, j'étais... Hey, c'est rare, absolument, je vous vois, mais là, je vais tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Mais je dis, ça serait le fun, tu viens d'en parler à ma balado. Puis, oui, puis je dis, j'aimerais savoir le scénariste. Mais moi, j'avais, pour me préparer, lu le livre. Fait qu'on va commencer avec le livre, André Cédillo, parce que c'est un livre vraiment, vraiment intéressant, très touffu, fouillé. Parlez-nous un peu d'abord, parlez-nous un peu de qu'est-ce qui vous a mis sur la route. Vous avez fait une carrière en parlant beaucoup de crime organisé. Est-ce que c'est une passion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un intérêt que vous aviez très jeune? C'est-à-dire que oui, étant jeune, mon père était barbier, tu sais, puis avec la clientèle qu'il y avait, il y avait des juges, des polices, des avocats, un autre film, toutes sortes de monde. Puis là, la fin de semaine, ça y arrivait souvent. Le barbier. Oui, c'est ça. Ça y arrivait souvent, tu sais, de parler avec mes oncles. Puis j'ai toujours été curieux. Puis ça m'a toujours été... Le monde interlope m'a toujours interpellé. Ouais. Bon, le livre Mafia Inc. est passionnant parce qu'extrêmement précis. C'est vraiment la chronique de 70 ans, presque, de crime organisé au Québec. Parce qu'il y a des événements qu'on recule beaucoup. Oui, c'est l'ascension du clan Rizzuto. Oui, ça porte sur la mafia. Ce qui est arrivé, c'est que moi, à un moment donné, quand tu commences dans le métier, tu couvres toutes sortes d'événements, puis tout ça, puis je couvrais beaucoup d'affaires judiciaires. Ouais. Puis je me suis aperçu à un moment donné que oui, à cette époque-là, c'était les Hells Angels, encore dans les années 80, qui faisaient la pluie de beau temps, c'est ça. Donc, mais je me suis aperçu à un moment donné que la mafia, c'était beaucoup plus important que le crime organisé. Moins à l'avant-plan, médiatiquement parlant, mais plus tentaculaire.
Exactement, c'est ça. La force de la mafia, c'est son réseau de contacts. Là, puis surtout, c'est ses contacts, non pas seulement dans le milieu criminel, mais dans le milieu des affaires. Ouais. Et c'est ça, au fil des années, que tu finis par comprendre, mais que tu veux dénoncer le plus. Parce que, tu sais, qu'ils importent de la drogue à coût de 300 kilos, la police est toujours sur leur talon. Ouais. Mais les hommes d'affaires qui travaillent pour eux autres, soit comme prête-nom ou autrement, et oui, ça va jusqu'en politique, parce que c'est grâce à ces gens-là que eux autres, grâce à ces gens-là, des hommes d'affaires, ou tous ceux qui tournent autour d'eux autres, des hommes à cravate, là, qui influencent, puis qui puissent la corruption, le pouvoir de corruption de la mafia vient de là. Tout à fait. Là, je fais une mise au point parce que quand j'ai parlé à des connaissances qu'on allait parler de Mafia Inc., les gens disaient « Ouais, mais t'en as pas déjà parlé à ta balado avec le journaliste Félix Séguin? » Je dis « Non, ça, c'est PLQ Inc. » Les gens mélangeaient les deux. Évidemment, c'est un peu... Les deux branches. Deux branches d'un même arbre. C'est-à-dire que PLQ Inc., là, ça, c'est le crime très bien organisé. Oui, voilà. C'est bien dit, ça. Voilà. Il n'y aura pas de film sur celui-là. Et je tiens à dire aussi, je remercie l'éditeur, qui est les Éditions de l'Homme, qui ont inclus un organigramme. Parce que c'est quand même difficile à suivre. C'est un peu comme les romans de Dostoïevski. Hein. Ça prend un organigramme pour qu'on comprenne exactement qui fait quoi et qui est relié à qui. Mais est-ce que tout le monde a 2 prénoms, 3 noms de famille, un surnom? Un peu. Et souvent le même nom de famille. Oui. C'est surtout à cause des liens du sang qu'il y a, puis eux autres, ils se marient entre cousins et cousines et tout ça. C'est ça qui devient compliqué. Aujourd'hui, on est en 2020. Évidemment, vous suivez encore ça de près, j'imagine. Vous avez encore vos contacts. Quelle place occupe encore la mafia italienne en Amérique du Nord, même on pourrait dire, mais au Québec particulièrement? Ben, disons que sur le plan criminel, là, c'est les Hells Angels qui ont pris le dessus. Là. C'est eux autres qui sont en contrôle à Montréal, là, à Montréal et dans tout le Québec, là, de la distribution de la drogue. Des activités criminelles. Et la débandade du clan sicilien, là, sur lequel porte le livre, la débandade, eux autres, c'est le problème, c'est qu'à l'intérieur de la mafia, depuis quelques années, il y a un conflit pour prendre la place. Il y a comme un vacuum, puis... le milieu interlope n'aime pas ça quand il y a du vacuum. Donc, il y a toujours quelqu'un pour prendre la relève. Là, dans le moment, il y a la mafia a un conflit. Horreur du vide, comme le dit le proverbe. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des clans mafieux qui savent pas trop où se situer dans le moment, puis il y en a d'autres qui veulent prendre le pouvoir, et c'est ça qui fait le conflit. Donc, mais la mafia reste quand même, selon moi, beaucoup plus dangereuse que les Hells Angels. Pourquoi? À cause de ses liens, à cause de son infiltration d'économie légitime. Parce qu'eux autres, ils ont un réseau de contacts. Ce qui est le but ultime de toute personne qui fait du crime organisé, c'est d'éventuellement de légaliser, ou en fait de rendre apparemment légal ces activités. C'est ça. Ils veulent légitimiser l'argent sale. Donc, ils investissent partout, puis tout ça, puis c'est ça qui est inquiétant. Dans le moment, je peux vous dire que le centre-ville de Montréal, si j'étais encore journaliste, je fourrerais ça pas mal, toutes les acquisitions qui se font. Ah ouais, hein? Est-ce que tu penses qu'il y a comme ils veulent avoir un shift entre l'illégalité et la légalité? Ils veulent-tu vraiment comme devenir légal? Ben, c'est le but, tu sais, la vieille génération de mafieux. Comme dans le Parrain. Eux autres, là, ils ont beaucoup de sous. Tu sais, eux autres, là, la mafia, là, c'est pas d'importer de la drogue là, qui est le plus difficile pour eux autres, c'est de blanchir leur argent. D'où l'achat d'immeubles. Exactement, ben, ils investissent dans tout. Sauf que là, la vieille génération, ils ont tellement d'argent, eux autres, que là, c'est ça qui est inquiétant pour nous autres. Mais là, pendant ce temps-là, tu as la nouvelle génération qui, eux autres, là, ils en rentrent, c'est eux autres qui rentrent la dope, là. Fait que eux autres aussi, un jour, vont pouvoir investir. Ça va s'arrêter quand, tout ça, là? Bon, dans votre livre, évidemment, on parle du clan Rizzuto, on parle du Québec, mais on va plus loin, on va remonter aux origines. Entre autres, 1931, création de la commission à New York par Lucky Luciano. Parlez-nous un peu de Lucky Luciano, qui est un personnage quand même mythique. Lucky Luciano, c'était le mafieux le plus... c'est lui qui contrôlait le port de New York. C'est lui qui finalement, il a été expulsé des États-Unis puis s'est ramassé en Italie. Puis là, bon, ben, il a aidé durant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il a été une précieuse aide pour les Américains. C'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui, Lucky Luciano, après ça, il a peut-être eu des petites faveurs. On l'a laissé passer pas mal. Mais lui a créé la commission, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le Parrain, entre autres, c'est-à-dire l'espèce d'organisation pour cesser la chicane entre les familles et faire en sorte que c'est New York qui était l'épicentre
de la mafia en Amérique du Nord et Montréal se rattachait à une des familles de cette commission. C'est ça. Est-ce que j'ai bien compris? Finalement, ces commissions-là, il y en avait une aussi en Sicile, il y en avait une à New York, mais il y en avait aussi une à Montréal. Il y avait une forme de table, de table des différentes organisations criminelles à Montréal, parce que c'est un must, ça, parce que dans le milieu criminel, il y a tellement d'argent à faire, il y a des territoires, il faut que tout le monde ait des territoires, il faut que tout le monde respecte les règles, sinon ça va être le chaos. Donc, ça prend quelqu'un de charismatique, comme on a vu dans le livre Mafia Inc., puis dans le film, avec Vito Rizzuto, qui, lui, sa charge, c'était justement de régler les conflits entre les différentes familles mafieuses et aussi avec les autres organisations criminelles. Oui. Parce qu'à Montréal, il y avait, entre autres, la Gang de l'Ouest, il y avait des motards. Sinon, les grandes organisations à Montréal... C'est ça, je vais caricaturer. Tu sais, Vito, quand ils ont pris le pouvoir à Montréal au début des années 80, il a dit à tout le monde, comme on le voit dans le film d'ailleurs, les boys, on va arrêter de se chicaner parce que ça attire la chaleur de la police. On va faire de l'argent. On va tous s'entendre ensemble. C'est ça qui s'est passé. Donc, lui, les Hells Angels à l'époque, qui étaient comme l'équivalent des gangs de rue, là, c'était des bums. Donc, et il y avait des chicanes intra-motards, entre autres avec les Hells Angels, les Rock Machine, il y avait des tensions intramotards. Ça, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé dans les années 90 parce que là, les Hells, eux autres, étaient assoiffés de territoire. Donc, ils ont dit, écoute, les Rock Machine, c'est pas des motards, ça, alors qu'eux autres prétendaient en être. Et c'est là que la chicane a pris, puis on dit, on va les chasser. Mais auparavant, Vito Rizzuto, lui, ce qu'il avait dit à tout le monde comme ça, les Hells qui étaient comme des bums, il y avait le gang de l'Ouest qui contrôlait le port, qui était très actif dans les braquages et les détournements de camions de marchandises et tout. Donc, il y avait aussi les Colombiens. À cette époque-là, il y avait que ça commençait. Donc, ils ont dit à tout le monde, on va tous s'unir, on va faire de la business, puis on va faire de l'argent. Dans Mafia Inc., le livre, on va parler du film bientôt, Pods et Sylvain, mais dans le livre, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ramenez des événements. Pour moi, j'ai 48 ans, la SECO, je ne l'ai pas vécu, évidemment, à la télé, je ne sais pas si ça avait été télédiffusé, mais bon, dans les rapports des journaux. Mais vous rappelez des événements qui ont eu lieu, entre autres, le scandale à Vandavarié à l'Expo 67, ensuite au Jeux du Québec à Rouyn-Noranda. Ça a l'air anodin, mais quand même, ça montrait... l'avidité, en fait, du crime organisé à faire de l'argent à peu près dans tous les secteurs. Exactement. Le but du crime organisé, de la mafia en particulier, c'est de faire de l'argent, et de l'argent pour l'organisation et non pas à des fins pour des contribuables. Évidemment. Fait que les autres, ils sont dans tout, là. Ils profitent de toutes les failles du système pour faire de l'argent. Que ce soit l'assurance-emploi, les faillites frauduleuses, nommez-les. La crème glacée. On apprend même qu'il y a eu une guerre de la crème glacée. Pas très loin d'ici. Il y a des chez Roberto, en fait, il y a une bombe qui a été trouvée. On n'imagine pas que la guerre de la crème glacée puisse être sanglante à ce point-là. Ben, c'est parce qu'eux autres, quand ils s'infilent dans une branche de l'industrie, eux autres, ils veulent avoir le but ultime, c'est de prendre le monopole. Okay? La crème glacée, c'est un cadeau qu'ils ont fait au Arcurie, ça. Parce que le Arcurie a aidé les Siciliens à prendre le pouvoir. Il était un chauffeur de taxi, lui, puis il était... tu comprends? Puis il a lui joué, ont donné le dessert. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Dans le chapitre 9, parce que là, tantôt, on a parlé un peu, oui, il y a le crime organisé, il y a les hommes d'affaires qui sont complices de ça, qui facilitent, en fait, qui donnent la marge de manœuvre, et il y a les politiciens. Et dans le chapitre 9, et d'ailleurs, vous en parlez aussi dans le film, Opération Compote, c'est le nom du chapitre, vous donnez un exemple de ces... Comment ces liens-là peuvent se manifester dans des dispositions légales. Là, je vais vous citer, en 1997, le gouvernement libéral de Jean Chrétien adopte une disposition législative obligeant la Commission nationale des libérations conditionnelles à libérer automatiquement tout criminel non violent emprisonné pour la première fois dans un pénitencier fédéral après le 6e de sa peine. Et là, vous écrivez qu'à l'époque, de nombreux policiers et avocats se demandent s'il n'y a pas eu du lobbying, du crime organisé, pour s'arranger. En fait, c'est une disposition qui favorisait les trafiquants et les gens du crime organisé. Ah oui, écoute, cette disposition-là, elle a été adoptée en 97, à peu près 3 ans après que tous les principaux accusés, dont les avocats de la mafia, Joseph Lagana et compagnie, qui avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement de 8 à 12 ans de pénitencier. Et puis, ces gens-là, il y a eu, tout d'un coup,
OK, on apprend que cette disposition-là dans la loi a été promulguée à Québec dans un bill omnibus qui, à l'époque... De 200 pages. Oui, eux autres, c'était à la page 33 je pense, c'était un petit articulet. Ouais. Et puis, personne ne l'avait vu. Même les avocats spécialisés en droit carcéral à l'époque étaient contre cette disposition-là qui avait été discutée quelques années auparavant, mais ils l'ont quand même introduit dans le code. Mais on n'a jamais su par qui, puis comment, puis pourquoi. Même si je suis allé en commission parlementaire à Ottawa, écouter le grand patron des services correctionnels qui était supposé d'en parler, n'a jamais parlé. Et là, je vois Sylvain et Pod, vous regardez, vous riez. Moi, je parle parce que c'est dans le film aussi, ça. Oui, c'est dans le film, mais c'est juste... Moi, c'est quand il dit la page 33, machin, c'est comme... Je l'écoute aller, puis c'est comme ma Bible, là, je capote bien. J'ai encore des questions pour vous, M. Cédillo, mais je vais tout de suite quand même aller voir Pod et Sylvain, parce que moi, premièrement, Pod, j'imagine que c'est un fantasme. Est-ce que c'est un fantasme pour tout réalisateur de avoir les moyens de faire un film comme ça avec la mafia comme... Je sais pas si c'est le fantasme de tous les réalisateurs. C'est certainement le fantasme de plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Non, en fait, c'était pas le mien. J'étais pas comme genre, je suis pas parti ma carrière en me disant je vais faire un film de mafia un moment donné. Mais c'est sûr que quand ça t'arrive, quand le livre t'est donné de même, puis tu fais... parce que moi, ça a commencé avec le livre. OK. Donc... Tu as lu le livre? J'ai lu le livre. OK. Puis, comme ça, là? Non, c'est Antonello, le producteur, qui avait le livre, puis qui a dit « Ah, lis ça ». Puis quand je l'ai lu, j'ai fait « Mais oui, c'est clair que c'est cool de faire un film là-dessus. » Surtout que ça se passe ici, puis surtout que c'est vraiment... c'est tellement ancré dans notre société. Tu sais, les crèmes glacées, justement. À tout fait, t'achètes un gelato. À tout fait, j'achète un gelato. À cette heure, je suis comme... OK, il va où le cash? Moi, je regarde en dessous, en premier. Ben, en gros, tu sais, c'est bon. Mais oui, fait qu'après, oui, c'est devenu un grand fantasme. Après ça, tu fais comme... Tu réalises quasiment que le fantasme était là dans ta tête sans que tu le saches. Est-ce que... j'imagine qu'il y a quand même une difficulté parce qu'il y a eu de grands films, il y en a eu beaucoup, de pas vouloir faire ce qui a été fait, puis en même temps, ben, il y a quand même des codes à respecter pour que ça reste. Ben, je me rappelle un moment donné, une conversation qu'on a eue avec Sylvain. On était autour d'une table, puis il m'a dit Chris, comment je peux sacrer? C'est recommandé même. OK, ben tabarnak. Il m'a dit Chris, comment on fait pour être différent de tout ça? Puis j'ai dit ben Sylvain, c'est pas... On les a pas fait, nous autres, ces films-là. C'est notre film qu'on va faire, fait que ça va être notre tête à nous autres. C'est ce que Pierre Huet avait dit, hein? Tout a déjà été fait, mais pas par moi. Mais c'est ça. C'est pas comme prétentieux, c'est juste à bon ou à tort. Ça se peut que le film soit poche, mais je veux dire, à un moment donné, c'est nous autres qui allons le faire, puis on va le faire avec nos sensibilités à nous autres. Ben justement, Sylvain Guy, scénariste du film, moi j'ai lu le livre en premier parce que je savais que j'allais voir le film. J'avais aucune information comment ça allait se dérouler à l'écran. Moi, je m'attendais à une transposition, parce qu'évidemment, on est dans la fiction avec le film. Comment on fait pour partir de ce livre-là qui parle de personnes qui existent réellement, certaines beaucoup décédées, mais encore vivantes, évidemment qui font partie du crime organisé. Comment on fait à partir d'un livre comme ça, très touffu, très dense, pour en faire un scénario qui va intéresser le plus grand nombre de gens possible? Ben, on déprime un peu au départ parce que Antonello m'a donné le livre aussi. Je l'ai lu, puis c'est un peu comme si on me disait, ben, prends un livre d'histoire du Canada, puis fais un film. C'est ça. Alors, non, il faut faire des choix, tout simplement. Et dans mon cas, c'est que j'ai lu le livre, puis en le lisant, je commençais à me poser des questions, à savoir comment j'allais l'adapter. Et à un moment donné, je prends un café avec un ami italien que Pod connaît, dont je tairai le nom ici, qui, lui... Serge Postigo? Non, c'est plus authentique que ça, le film. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, je vais prendre un café avec lui. Et lui, son père est arrivé ici, un Italien, il habitait à Saint-Léonard. Puis à un moment donné, il a dit, bon, je ne veux pas élever mes enfants à Saint-Léonard. Fait qu'il déménage à Laval. À la même époque où tous les mafieux qui avaient un petit peu d'argent, qui étaient plus haut dans les hiérarchies, ont décidé de déménager à Laval. Donc, lui est allé à l'école avec les Risotto. Et c'est devenu ses amis. Ce type-là est toujours très près des... Lui-même n'est pas un bandit du tout, mais il est très près des Risotto. C'est ses chums. Alors, ça m'a donné une idée. Déjà, je me dis, OK, ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui fréquente une famille mafieuse, qui n'est pas lui-même mafieux. Puis après ça, ben, l'idée, c'est quand on fait un film au Québec, notre premier public, c'est plate à dire, mais c'est quand même des Québécois francophones. Donc, je me suis dit, comment je peux m'arranger pour qu'ils puissent s'identifier au film. Et là, j'ai dit, bon, ben, celui qui est ami avec les mafieux sera donc un Québécois. Ça va être une famille québécoise. Puis là, je me suis demandé, ben, comment rattacher une famille québécoise à une famille mafieuse. Et il y a un tailleur à
à Granby qui s'appelle Jean Gamache. Ah ouais. D'ailleurs, c'est les Gamache, la famille. C'est Oui, un petit hommage que je lui ai fait. Ben Je lui ai dit, ça ne te dérange pas si je donne ton nom à la famille. Et donc, Jean il a dit, ben non, au contraire, ça me tente, c'est bien, vas-y. Et c'est vraiment une famille de tailleurs, 3 générations. Et lui-même achète tous ses tissus dans la petite Italie. Donc, il m'a amené dans la petite Italie. Puis on est allé acheter, il est allé acheter ses tissus. Moi, j'ai rencontré les gens. Et tu sais, ça s'est fait un peu comme ça. Donc, moi, c'est un peu ça que je construis. À un moment donné, tu as le nez fourré un peu partout. Puis tu cherches des Mais ça se sent à l'écran parce que, évidemment, si on lit ça sur papier, on se dit, mon Dieu, c'est Crowbar. Mais quand on voit le film, c'est absolument pas. C'est tout glisse, tout est naturel. C'est très plausible, effectivement. C'est quand même ancré dans la réalité. C'est d'autant plus plausible. Puis en même temps, je trouve que naturellement, l'espèce de représentation de la mafia qu'on veut faire, de notre mafia, elle se fait bien. Tout s'intègre bien comme ça. Et puis, je dirais, juste pour revenir au livre d'André, c'est que oui, c'est sûr que tu peux pas faire c'est pas adaptable. Mais ce que j'ai fait, moi, le à moins de vouloir mourir. Oui, ça, c'est l'autre chose. Les noms ont été changés, Dieu merci. Mais disons que, tu sais, s'il y a un hit à un moment donné dans le film, un meurtre ou un attentat, un passage à tabac ou whatever, j'allais puiser vraiment dans le livre. Ils sont tellement... Tu les inventes pas, là. C'est tellement bon. Le personnage de Marc-André Vince Gamache est inspiré, lui, c'est un composite. Oui, de 2 personnages, dont un que moi j'ai reconnu en fait dans le livre. Non, c'est inspiré de 2 Canadiens français qui étaient très proches de Vito Rizzuto. Voilà. Sylvain, vous aviez fait avant, si les gens qui suivent la scénarisation des films, vous aviez fait Liste Noire. Oui. Monica la Mitraille. Oui. Louis Cyr. Oui. Vous n'aviez jamais écrit sur l'univers de la mafia? Non, jamais. Êtes-vous fan de films de mafia? Oui. Et tu sais, comme tout le monde, on a tous vu les mêmes. Oui. Mais non, moi, je suis un grand fan de films noirs. Puis après, tous les films que vous venez de nommer, à part Louis Cyr, sont des films noirs. Quand même, oui. Et Mafia, c'est un film néo-noir, on dit. Mais Louis Cyr, j'ai trouvé ça noir, moi. Ah ouais? Ah ouais? C'était sombre. Mais il y a de l'humour. Il y a de l'humour quand même dans Mafia Inc. Mais écoute, c'est bizarre à quel point le monde rit pendant ce film-là. Tu sais, je veux dire, puis même dans les places que je m'attendais pas. Puis là, ma première réaction, c'était comme, OK, ils sont pas supposés rire, pourquoi ils rient, ça marche pas. Puis là, tu fais comme, oh non, je comprends, tu sais. Comme hier, c'était la première médiatique. Hier soir. Oui, mercredi. Puis on était là, moi puis Sylvain, puis ça riait vraiment beaucoup dans la salle. Puis j'étais comme, puis il y a des bouts que j'étais comme, je pensais que ça allait sourire, mais je pensais pas que ça allait rire. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'espèce de passage, ça rit, puis tout de suite après, ça... Tout de suite après, il y a bang. Et ça vient beaucoup du personnage de Marc-André Grondin, qui a une dégaine... En tout cas, les scènes où on peut rire viennent souvent de ce que fait Vince, ou de l'attitude de Vince. De l'attitude de Vince, puis... Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Vince... Quand il tabasse, tu sais, moi je veux pas vendre de punch, mais à un moment donné, il tabasse quelqu'un. Oui. Tu sais, on l'a modifié quand on l'a tourné, mais dès l'écriture, l'intention de cette scène-là, c'était une scène humoristique. Oui, tout à fait. Écoute, c'est drôle que tu mentionnes cette scène-là parce qu'elle est dans le livre. C'est vraiment une scène qui s'est déjà passée. C'est qui, André? C'est... La scène qui s'est passée à Place Ville-Marie dans la vraie vie, là? C'est ça, oui, exactement. Puis en tout cas, c'est un homme d'affaires. D'ailleurs, grec, le nom n'est pas loin. Lui, il se reconnaît, c'est sûr, là-dedans. Puis, fait que ça, c'était l'intention, mais en même temps, c'était aussi l'intention de finir ça sur une note presque touchante. Oui. Puis c'est le fun de chiffrer ça parce que c'est ça, quand tu rencontres des gars ou des femmes qui sont dans ce milieu-là. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont le fun. Ils sont charmants, ils sont tripants, ils sont drôles. T'as le goût de prendre une bière avec. Puis là, après ça, ils te racontent de quoi. Puis tu fais, ah ouais, OK, attends, je viens je pense de que me rappeler. La fascination qu'on a pour cet univers-là, c'est que justement, c'est qu'avant toute chose, ce sont des êtres humains. Mais oui. Mais eux... Mais c'est de la transgression pure. Je veux dire, et on a à peu près tous un fantasme de transgression que parfois on fait dans divers domaines de notre vie. Jamais jusqu'à tuer quelqu'un ou importer de la drogue, mais on transgresse. Et eux le font allègrement. Puis... Si t'as une vie de marde, c'est sûr que ces gens-là peuvent devenir... Puis d'ailleurs, je me rappelle quand on parlait au distributeur au début, tu sais, puis il voulait que j'aille le voir pour il pitcher ma vision, tout ça. Pourquoi tu veux faire un film de mafia? Puis j'ai comme fait un gun avec mon doigt, puis j'ai mis d'en face.
Puis j'ai dit, parce que j'aimerais ça faire ça, puis que tu me donnes le fucking rôle. Puis que ça sera le fun. Puis tout le monde, ben là, faut que je te le pitch. Mais eux autres, ils n'ont pas besoin. Fait que c'est un fantasme qu'on a. Je veux dire que tu viens de faire un fusil avec tes doigts. Puis, je l'ai fait je t'ai pas fait peur, non? Non, du tout. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est vrai qu'on veut aller là, mais on peut pas. Mais il y a comme toujours des fois, quand tu t'engueules avec quelqu'un, hey man, je l'ai mais c'est comme le pouvoir ultime, finalement. c'est un pouvoir, c'est une façon c'est l'autorité d'accéder totale. à ça. Puis les films nous autorisent à accéder à ces mauvais sentiments-là sans puis à les assouvir. J'ai lu, je pense que dans Le Devoir de la semaine dernière, l'entrevue avec François Lévesque. Oui. Où tu parlais, tu voulais que ce film-là soit une espèce de lettre d'amour à Montréal. Ouais. Bon, un peu tordu. C'est cucu, mais en fait, ce que tu voulais dire, c'est que on le retrouve dans le film parce que moi, pour avoir revu Omerta, la série que je réécoute régulièrement, le gros problème de cette série-là, c'est que les personnages italiens se parlent entre eux en français. Ouais. Avec un accent italien, fait que ça marche pas bien. Tu dirais à Jimmy d'aller dire à ce gars-là, tu sais, non, mais parlez-vous en italien. Et là, dans ce film-là, c'est trilingue. Et tu disais que c'est comme ça. Dans la réalité. C'est comme ça, mais en fait, c'est bizarre. Ça, c'est l'affaire qu'on en parle beaucoup. Mais Sylvain, il avait écrit le scénario de même. Tu sais, il y avait des bouts en italien, il y avait des bouts... Je me suis jamais posé la question, en fait. C'était juste... deux vieux Italiens qui parlent ensemble, ils vont pas parler français. Non, ils vont parler italien. Puis moi, en le lisant, j'ai jamais... Ah, ouais, OK, comment faire? C'était comme... Ouais, c'est le même. C'était juste un fait, tu sais, parce que c'est le même. Puis j'ai lu une critique aujourd'hui de Maxime Demers qui a vraiment aimé le film, mais il m'a dit « Pods n'a pas su éviter le cliché des décors kitsch des Italiens. » C'est pas un cliché. C'est ça. Parce que moi, je n'ai visité plein de maisons italiennes dans la fabrication du film, puis c'est le même. Qu'est-ce que je te dis? Puis il y a comme une certaine beauté là-dedans aussi, tu sais, fait que... Rococo jazzy. Ouais. Il y a la façon, les costumes qui ont, les reconstitutions qui ont été faites, là, c'est ça qui fait le cachet du film, l'esprit mafieux, là. C'est eux autres qui le font. Je dirais même, tu sais, les accents. Mais je pense qu'il aurait pu avoir une décision du distributeur, du producteur de faire « Hey, non, on n'aime pas ça, mais c'est ça, je te dis, il n'y a personne à la chaîne qui a questionné ça. Jamais. Il y a juste une affaire à un moment donné que, il manque peut-être un peu de français. Il y a eu cette question-là à un moment donné. Puis là, peut-être moi qui l'ai posé, d'ailleurs. Je pense que c'est toi, ouais. Puis moi, j'étais comme, ben non. Mais ils n'ont jamais posé la question jusqu'à temps que là, le film sort. Ou, ben, il sort. Il est sorti. Ouais. Puis que les gens le voient, puis là, ils en parlent. Puis là, tu fais, ah ouais, OK. OK. Oui, probablement que c'est parce qu'on l'entend pas aussi souvent que ça, parce que dans d'autres productions, c'est moins... Mais je pense qu'on est à l'époque maintenant qu'on peut se permettre ça, puis qu'on peut accepter que les gens vont lire un peu de sous-titres en voyant un film. Il faut parler de la distribution, évidemment, parce qu'elle est extraordinaire. Oui. Marc-André Gronet, tu avais travaillé avec... Sur l'affaire du monde. Seulement l'affaire du monde? Juste l'affaire du monde. OK. Qui est vraiment extraordinaire dans le rôle de Vince Gamache. Sergio Castellitto, que la plupart des gens au Québec, je pense, à part les cinéphiles, vont découvrir. Oui. Qui est vraiment très excellent. Il est vraiment excellent. Et ce qui est intéressant, c'est que on aurait facilement pu aller chercher Guy Nadon, avoir un réflexe comme ça. Et là, on va chercher quelqu'un qu'on connaît pas, qui est italien. Comment ça s'est fait, ce choix-là? Écoute, c'est venu du producteur, en fait, Anton, puis de Bruno Rosato, qui nous avait conseillé d'aller voir. Même ça, c'est Anton c'est Anton qui était là, le premier à sortir le nom. Puis moi, quand il me l'a sorti, non, j'ai fait, je le connais, là, je suis allé revoir ses films. Puis une couple de films. Acteur et réalisateur. Ouais. Pas les films qu'il a réalisés, mais les films. Puis c'est souvent, Sergio, il jouait des comédies, puis des petits rôles un peu, je sais pas, le tendre. L'amoureux. Le tendre comique amoureux dans les comédies romantiques, fort branché et très film d'auteur. Puis là, j'ai vu ça, mais il y avait quelque chose. Il y avait de quoi de mine, tu sais. Fait qu'il a proposé le rôle, il a envoyé le scénario, il a trippé sur le scénario. Tu l'as su, ça? Oui. Sylvain? OK. Je suis modeste. C'est bon, je te laisse le dire. C'est bon de te pitcher des fleurs. Il a vraiment aimé le scénario. Là, il a demandé à voir mes films. J'ai envoyé mes films. Puis là, il a aimé ça. Puis il était in. T'sais. Moi, la seule affaire que je voulais, c'est d'aller le rencontrer. Parce que tu t'embarques dans une aventure. Puis tu veux pas que ça clique pas. Ouais, puis tu veux pas que ça soit plate surtout. Puis c'est ça, je suis allé le voir, puis tout de suite, ça a été comme clair. T'sais, il était habillé. Il est sorti, il est allé dans la toilette, puis il m'a dit attends, donne-moi une minute. Puis il est revenu, puis je le vois de même, puis il est tout habillé avec le suit, les lunettes. Il a fait un beau compliment parce que j'ai lu quelque part qu'il disait que tu étais ouvert aux suggestions.
Oui. Ce qui était la preuve d'un réalisateur en possession de ses moyens. Ouais, c'est un beau compliment. Ben oui. Mais je suis ouvert aux suggestions. Est-ce que tu l'es plus qu'avant? Non. J'ai toujours été de même. C'est juste que ce qui est le fun quand tu fais ça, tu donnes des limites. Ouais. Puis là-dedans, dans ce terrain de jeu-là, OK, vas-y. Puis s'il amène des suggestions qui vont dans le sens du rôle, ben oui, t'es prends, c'est sûr. Tu serais capable de pas le prendre. Il faut parler de Gilbert Sicotte aussi, parce qu'il est extraordinaire. Et Ouais. c'est pas la vedette, mais en même temps, oui, d'une certaine façon. Ouais. Et c'est tout en nuance aussi, parce que c'est un personnage Vraiment. plus low profile, c'est le tailleur. Est-ce que c'était un choix naturel pour ce rôle-là? Est-ce qu'il y a eu plusieurs candidats? Non. Hein? Gilbert il est venu. J'avais travaillé avec lui sur un autre film. C'était quoi? Ouais, un autre film. Je n'aimerais pas. Puis, mais que j'avais vraiment Serge aimé Postigo. l'expérience. Ouais. Le film de Serge. On le salue. Oui. Fait que j'avais travaillé avec lui avec juste 2 jours. Ouais. Mais il y a quelque chose de tellement, je sais pas, de sweet. Oui. Tu sais. Ouais. Je sais qu'il y a eu des histoires à son Oui! sujet. Mais moi, j'ai pas jamais vu ce côté-là. Puis c'est tellement Un bon sweet, film de tellement mafia, fin. ça devrait régler tout ça. C'est exact. Mais vraiment, puis le personnage que Sylvain avait créé, Ouais. c'était vraiment quelqu'un de mou. Ouais. Puis un peu comme, il laissait les choses aller, puis il prend pas de position vraiment jusqu'à la toute fin du film. Mais moi, je peux dire que ce rôle-là, je l'ai écrit pour lui, en fait. Ah Tu sais, ouais? je l'avais eu dans Louis Cyr, Ouais. il jouait un rôle. Ouais. Et puis le tailleur, pour moi, c'était lui. Ça a toujours été lui. Puis étrangement, c'est l'acteur préféré du vrai tailleur, de Jean Gamache. C'est son idole absolue. Wow. Puis d'ailleurs, Gilbert, il est allé voir Jean Gamache, faire un genre de petit entraînement de tailleur, de move, puis d'affaires, puis Professionnel. c'est ça. C'est pour ça qu'il est bon. Gilbert est venu. Tout le reste, c'était des auditions. Ouais. Mylène Mackay. Oui, une c'est ça audition. que j'allais dire, parce que là, je suis rendu là. Parlons des femmes. Bon, dans le livre, ils sont là, mais sont pas omniprésentes. On sent pas quel pouvoir elles diffusent parce qu'elles en ont un quand même. André Cédillo? Oui, c'est juste parce que c'est diffusé. C'est pêle-mêle dans le livre. Parce que on en parle. On parle de Libertina Rizzuto, là, la femme de Nicolo, qui à un moment donné, quand il arrive la fin de l'opération du bureau de change, là, il y a 3 millions qui traînent en Suisse à part le chercher. T'sais. Après ça, tu as la femme à Vito aussi qui sert souvent dans des grosses opérations, mais pas des opérations illégales. Dans un projet d'investissement que Vito avait là, en Suisse. C'est sa femme qui faisait l'intermédiaire entre les autres intervenants. André, la fille de Vito, pendant qu'elle est en prison, c'est celle que... Oui, c'est ça, mais dans le livre, on ne l'a pas parce que le livre arrête avant que Vito entre en prison. C'est vrai. Mais dans le film, les femmes sont là. En filigrane. Non, je dirais pas en filigrane, mais elles sont là. C'est-à-dire que la façon que le film... le scénario a été construit, c'est que ça part un peu sur les gars, puis là, à un moment donné, ça shift. Il y a comme, tu vois qu'ils sont en filigrane, les femmes, mais à un moment donné, tu comprends plus tard dans le film qu'ils prennent de plus en plus de coffres jusqu'à la fin. Ouais. Puis ça, c'était une réalité qui est évoquée. D'ailleurs, comme tu disais, la fille de Rizzuto, quand il est parti, c'est elle qui menait le bateau. Oui, elle s'occupait beaucoup des affaires. Ouais. Fait que, tu sais, puis c'est ça, ça a toujours été le même. Ouais. Les femmes derrière sont toujours comme... Toujours ça. Ils collent la shot, Oui, c'est toujours ça. Dans tous les domaines, ce sont les femmes qui collent la shot derrière. On le sait, ça. Ouais, c'est pas un scoop, là. Mais non seulement ça, mais... Maintenant, c'est cool qu'ils sont en avant. Oui. Libertina Rizzuto, il faut se rappeler que c'est elle qui a fait rentrer Nicolo dans certaines sphères de la mafia, la vieille dame, André, si je me trompe, tu me le dis. En Sicile, c'est sa famille. Libertina. Qui était mafieuse. Exact. C'est son père à elle qui était un grand... le Mano, elle, c'est Libertina Mano, puis le patron des patrons là, dans la région d'Agrigento en Sicile, c'était son père à elle. Oui. Parce qu'au fond, Nicolo Rizzuto, le père, devient un mafieux quand il marie Libertina, parce qu'avant ça, c'était plus un criminel de bas étage, disons. Là. Puis en fait, le film, c'est un film sur une passation de pouvoir ou une nouvelle façon de voir les choses. C'est Vince qui amène de quoi de nouveau dans l'affaire. C'est comme... Le film, il provoque des nouvelles façons de faire. Une nouvelle façon, puis après ça, il y a quelqu'un d'autre, sans brûler rien, qui
va prendre aussi le dessus. C'est comme une course à relais, quasiment. Est-ce qu'on parle d'une femme, là? Oui, on parle d'une femme. La scène d'ouverture, le prologue, si on peut dire. Oui. On dévoilera rien parce que je pense que cette scène-là vaut tout le film au complet. Oui, c'est l'engin narratif du film. Ouais. C'est un élément de fiction. Totalement. Basé sur la réalité. Si on veut pas vendre le punch, disons que faut donner le goût aux gens. En partie. C'est déjà réglé, ça, les boys. Oui. Ouais. Okay. Donc il y a certains GI américains décédés qui ont été ramenés au pays et qui ont servi de mules. Durant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam. OK. André Cédillo. D'ailleurs, il y a un gars qui est venu me voir à Palm Springs. Je n'ai pas dit ça. Il y a un gars qui est venu voir à Palm Springs. La plus belle ville au monde. Il a vu le film, puis où est-ce qu'on présentait le film en festival, puis il est venu me voir après la présentation, puis il dit, moi j'étais au Vietnam, puis j'ai fait ça. J'étais comme, OK, je sais pas si... On n'en dit pas plus, mais c'est ça. Allez voir le film. André Cédillo, tantôt on l'a évoqué un peu, au début de l'entrevue, vous disiez qu'aujourd'hui, l'immobilier est un terrain de jeu pour le crime organisé. Et dans votre livre, il y a un passage où vous parlez de Palerme, entre autres, où il y a eu une vague de destruction de palais datant du 16e siècle et qu'on a construit des condos là-dessus. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y a même eu des pressions et on a changé le règlement. Et c'est drôle, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ce qui se passe ici quand des bâtiments patrimoniaux sont détruits sans que les gouvernements puissent rien faire, puis c'est à répétition. Et là, en lisant votre livre, je me dis... la maison du maire Labombe. Ben oui, là, on l'a appris cette semaine, la maison du maire Labombe, mais avez-vous l'impression que se pourrait-il que derrière ça, il y ait des pressions parce que les terrains appartiennent au crime organisé et qu'on laisse aller des bâtiments parce qu'on veut construire des condos? Ben moi, je pense que, je vais généraliser, là. Oui. Nos mafieux, ils ont importé la formule, ils ont importé le style mafieux là, de Cécile. Oui. Ils font exactement la même chose. Donc, ils investissent dans l'immobilier comme là-bas. Oui. C'est une formule à succès. Tu ne changes pas ça, une formule à succès. Donc, ils ont importé ça, puis ils font exactement ce qui se passe. On n'est pas encore rendu comme en Sicile ou dans le reste de l'Italie, là. Mais il y a un policier qui a déjà dit, là, ça fait 20 ans de ça, il a dit un jour, on va perdre le contrôle. On va être obligé de prendre des mesures aussi draconiennes qu'en Italie. Non pas pour enrayer la mafia, parce que tu ne l'enrayeras jamais, mais pour reprendre le contrôle. Oui. Ça, c'est reprendre le contrôle, c'est pas juste dans le milieu criminel, c'est dans le milieu des affaires. Ils sont en train de... Ils achètent tout, puis en même temps, ils... À la fin du chapitre 7, vous y allez d'une phrase choc. Page 150. Okay. Dans le bas. Les Québécois devraient être conscients de la force et de l'impact du crime organisé. L'économie souterraine explique en partie la dette des gouvernements. Une grosse phrase, ça. Ben ça, c'est pas nouveau. Ça vient de c'est surtout, par exemple, par l'Italie, tu sais. Oui. Mais c'est la même chose qui se passe en Allemagne. Oui. Tu sais, les pays démocratiques comme le Canada, l'Allemagne, là, on ferme les yeux, on fait de l'aveuglement volontaire. Il y a des hommes d'affaires très, très riches ici. On le sait, ça fait 40-50 ans qu'on le sait, puis jamais il y a eu d'enquête sur ces gens-là pour essayer de couper l'herbe sous le pied. C'est pour ça que dans le moment, on a des occasions en or là, de couper l'herbe sous le pied à certains hommes d'affaires qui sont en train d'investir beaucoup à Montréal. Il faut leur couper l'herbe sous le pied, mais il n'y a personne qui prend conscience de ça. Tout ce qui compte, c'est le fric. Oui. Les autres, ils investissent. Nos gouvernements sont heureux parce qu'on a des investisseurs. Mais après ça, on va payer plus tard. C'est ça le problème. Mais c'est pas des phrases de même dans le livre qu'on voulait faire le film. Je veux dire, c'est ça. De comprendre que Montréal, comme toutes les grandes villes, repose en grande partie, la civilisation moderne repose en grande partie sur le crime. Je veux dire, ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre... Christophe Colomb et les autres. Exact. Non, mais dans le film, d'ailleurs, il y a une bonne partie du film, c'est le départ, ça parle des investissements de nos mafieux là, dans le pont de Messine qu'on parle dans le livre. Ça, c'est la réalité. Mais on le reprend dans le film. Mais ça, là, ça démontre la richesse de notre mafia. Là. C'est un projet en PPP là, avec les autorités italiennes pour faire un pont entre Messine et puis la Sicile, entre la Calabre et la Sicile. Oui. C'est un projet de 7,6 milliards. Puis quand tu y penses que nos familles mafieuses ici au Québec là, sont les principaux bailleurs de fonds de ce projet-là. Puis sur l'écoute électronique, l'intermédiaire de la mafia de Montréal en Italie, lui, ce qu'il disait, il dit « Mon problème, c'est pas l'argent.
c'est qu'il n'y ait pas de chicane avec les mafieux montréalais puis la 'Ndrangheta en Italie. Tu sais, c'est pas rien, ça. Le fait qu'ils l'ont, pas de problème. Il ne veut pas de chicane, lui. PPP, le dernier P, c'est Paterno. André Cédillo, vous avez vu le film hier? Ben, mercredi soir, en fait. Oui, j'ai vu 3 fois. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pardon? Vous en avez pensé quoi? Attends, moi puis Sylvain, on va aller aux toilettes pendant qu'il parle. Non, ce qu'il faut qu'on comprenne, que c'est une fiction, oui. Mais c'est une fiction à partir de faits réels, d'événements qui se sont produits. Et plus je regarde le film, plus je vois d'événements qui viennent du livre. C'est incroyable. Au départ, la première fois, je l'ai regardé peut-être avec un peu d'émotion. Ouais. J'avais pas vu ça. Ouais. Mais la deuxième fois, puis hier encore, j'en découvrais encore des faits, des scènes qui ont été reconstituées, qui ressemblent à ce qui s'est passé dans la vraie vie, là. Tu sais, qui est dans la réalité. Donc, c'est une fiction, mais vraiment inspirée de plus... je ne sais pas combien, là, c'est incroyable. Ceux qui ont lu le livre ou ceux qui liront le livre vont pouvoir reconnaître un paquet de faits. Tout à fait. Ça fait 10 ans, Mafia Inc., que ça a été écrit, à peu près. En fait, 2010, donc 10 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une réédition avec une actualisation de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? Ben là, serait-tu possible? Ben, ça prendrait un journaliste qui va le faire, là, parce que nous, ça a pris 5 ans à faire ce livre-là, et c'est beaucoup de travail. Oui, ça se comprend quand on lit le livre. Ben, moi, étant à la retraite, je suis plus dans les entrailles de l'actualité, c'est pas mal plus difficile à faire, mais c'est sûr qu'il y a une suite à faire à Mafia Inc. Là. Peut-être qu'on se déciderait de le faire si vraiment... on aurait un film numéro 2. Ah, ça pourrait être... Nous aussi, on veut une suite à Mafia Inc. Mais ce qui se passe dans le moment pourrait peut-être inspirer la suite du film. Mais c'est vrai ça, le désir d'avoir une suite? Oui, beaucoup. Moi, j'ai vraiment, depuis le début, avec Sylvain, on parle d'une suite. Ben moi, j'ai l'histoire en tête. Il y a déjà l'histoire en tête. Ouais. C'est comme... Ben, c'est assez ouvert, la fin du film, tout à fait, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Oui, ça... Il m'a déjà parlé de la scène du début, puis tout, puis cool, puis ça va être le fun de voir ces personnages-là évoluer. Je pense qu'en en parlant, ça va... Les astres vont s'aligner. Faut que ça marche, en tout cas. Si ça marche... Le film va être présenté dans 95 salles. 96 salles. Ouais. C'est votre... c'est votre plus grosse sortie. Ouais. Ben, bravo. Je pense que... J'ai l'impression... Il y a beaucoup de pression, mais... Mais j'ai l'impression que si les gens vont être au rendez-vous, je pense que... j'espère que cette petite entrevue va servir à ça, entre autres, par rapport à nos auditeurs et nos auditrices. Mais allez voir ce film-là, vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. J'ai beaucoup aimé le livre. Mais le film, je pense que ça va ouvrir les yeux aussi aux gens que tout ça existe encore aujourd'hui. Puis c'est le but. C'est le but, ouais. Ben, Sylvain, Guy, merci beaucoup d'être venu. On a entendu des scénaristes, on les entend jamais absolument. Je suis content que vous soyez venus. Pod, merci. Et André Cédillo, merci d'être venu. On va vous réinviter. Aussitôt, peut-être que l'actualité le voudra, si ça vous tente. Je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un comme vous qui a du métier et qui a le temps de venir vulgariser un peu tout ça et d'actualiser ces informations-là. Je pense que c'est important de le faire. Merci à vous trois. Un plaisir. Merci. Alors, Godefroy Larando, bonjour. Fini de parler de crime, Fred. Oui, parce que il y a des gens... On a reçu des messages. Il y a des gens en colère. C'est vrai? Ben, nos auditeurs sont sensibles. Il y a certains auditeurs et auditrices qui vous ont trouvé un peu trop complaisants envers la Chine. C'est vrai? Dans la gestion du coronavirus qui s'appelle maintenant le COVID. Le COVID-19. Là, c'est mélangeant parce que j'écoute Épidémie. Ah, oui. Puis là-dedans, c'est le COVA. C'est vrai? Oui. Parce que c'est un coronavirus aussi. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est une série québécoise, ça? Oui. Épidémie? Est-ce que c'est Rémi Girard qui joue le rôle du virus? Non. Non? C'est pas... c'est Serge Postigo. Ah. Il est partout. Ben, c'est vrai, Fred, que j'avais souligné, moi, il y a 2 semaines, parce que le dernier épisode de la balado, j'étais pas là. Non. Vous étiez en mode hors série. Hors série, oui. Je n'étais pas là. Et donc, il y a 2 semaines, quand j'ai parlé du coronavirus, donc de Wuhan, qui n'avait pas de nom à l'époque, je disais que je me posais la question, l'OMS avait félicité la Chine pour l'ensemble de sa réaction très rapide. La Chine, c'était finalement avait mieux réagi que dans le cas du SRAS. Bon, je l'avais souligné, mais j'avais aussi demandé, est-ce que ça se pourrait que la Chine en profite pour redorer un peu son blason sur le plan international en ouvrant le jeu et en se montrant disponible? Parce qu'on l'a vu dans le Lotus Bleu, ce sont des gens perfides, les Chinois. Fred, il faut que vous lâchiez les fictions, là.
Ça suffit. Hein? Mafia Inc., Lotus Bleu, Épidémie. Serge Postigo. Ce sont tous des fictions. Tout cela n'est pas vrai. Mais donc, quand même, j'avais souligné la question. Et puis, là, on est rendu 2 semaines plus tard et il y a plusieurs choses qui sont venues. Le portrait est plus nuancé. Oui. Et quoique la réaction de la Chine semble être un peu meilleure qu'en 2003, j'en ai parlé déjà, il y a certains éléments dont je voulais parler. Donc, pas seulement pour réagir à votre auditeur, à notre auditrice, mais pour en rajouter une petite couche, parce que, bon, j'ai une passion de la science et du suivi. Il faut se rappeler, Fred, on ne le savait pas, mais quand les premiers habitants de Wuhan ont commencé à mourir, c'était au mois de décembre. Et donc, nulle part dans le monde, on ne parlait de ce virus-là. Et il y avait déjà des médecins en Chine qui levaient la main dans ce quartier-là, dans ce coin-là, et qui disaient « Attention, on est peut-être en présence d'un virus aussi dangereux que le SRAS. Il y a des drapeaux rouges à lever. » Et il y avait un médecin en particulier qui avait, avec son réseau de 7 autres médecins, fait circuler de l'information sur les réseaux sociaux, et il avait été réprimandé par la police de Wuhan. Et s'était fait dire, rétractez-vous, monsieur, sinon ça va aller mal. On l'avait accusé simplement d'avoir gravement perturbé l'ordre public. Alors évidemment, la suite des événements lui donne vachement raison. C'est un peu comme leur Louis Robert à eux, hein, un lanceur d'alerte. Sauf qu'au lieu de parler de pesticides, il parle de virus. L'ironie là-dedans, c'est que ce gars-là est mort. Il est décédé dans les derniers jours du virus, du coronavirus. Ça, c'est la version officielle. Sans vouloir alimenter la théorie du complot. On est en Chine. D'autant plus que la Chine a changé sa façon de... jusqu'ici, la Chine ne comptabilisait que les gens atteints, confirmés par un test diagnostique, et ils ont changé cette notion-là dernièrement pour accepter les cas probables. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un bond dans les... en fait, c'est arrivé hier, ça. On a rajouté un... je n'ai pas les chiffres exacts, mais bref, si vous suivez le graphique d'augmentation, ça s'était stabilisé dans les derniers jours. Et là, la Chine vient de changer sa façon de comptabiliser. Peut-être que c'était pour ça. C'était pour cacher. C'était pour rajouter un cas probable de plus. Il est mort. Il est mort et il passe maintenant pour un héros national, un héros de la liberté d'expression. Et ce qui est assez fantastique et incroyable dans le contexte du régime autoritaire chinois, c'est que suite à ça, il y a plusieurs prises de position publiques des gens qui acceptent des intellectuels, des gens connus, qui signent des lettres ouvertes, donc qui mettent un peu pas leur vie, mais leur statut en jeu pour réclamer plus. Donc, ils profitent de la situation pour réclamer davantage d'ouverture du régime. Et c'est majeur. Donc, pour un pays comme la Chine, c'est un élément assez fantastique. Et ce que j'avais dit aussi, il y a quelques secondes, c'est que la Chine avait changé sa façon de calculer le nombre de gens infectés et tout ça. Et ils ont l'air un peu fous, dans le fond. C'est que tout d'un coup, on a un pic de 15 000 personnes de plus infectées. C'est presque 20% de ce qu'on avait jusqu'ici. Donc, ça change les chiffres des chiffres mondiaux. Les gens posent des questions à savoir est-ce que la Chine avait 2 ensembles de chiffres depuis le début en parallèle. Et donc, ils ont l'air un peu fous. Et qu'est-ce qu'on fait dans un régime autoritaire quand on a l'air fou? On sac du monde dehors. Et donc, ce qu'on a fait tout récemment, c'était 3 punitions officielles, des punitions publiques. On n'est pas rendu encore à la balle dans la nuque dans un stade, mais on a mis à la porte 3 leaders régionaux de la région d'Hubei et ils ont été limogés tout simplement. Donc, quand l'autorité cafouille, eh bien, l'autorité suprême punit les cafouillages. Et ça me fait réfléchir, Fred, à un parallèle trop facile à faire avec l'éducation. Vous savez, Fred, que je travaille en CPE. Et donc, le concept d'autorité sur un groupe, évidemment que c'est facile de faire des parallèles avec l'éducation, avec l'enfance. C'est un microcosme. Absolument, mais quand on exerce un contrôle sur un groupe, mais il y a toujours des différents niveaux de contrôle. Et quand on parle évidemment d'une autorité totale comme celle du gouvernement chinois, évidemment qu'une autorité totale, une autorité assise sur la peur, mais finalement, oui, effectivement, vous allez avoir un bon contrôle sur la population, au même titre qu'une éducatrice. Il y a eu des époques où les groupes étaient des groupes de 25, 30, et c'est parce que l'autorité était totale. Et donc, le contrôle sur le groupe était plus facile. Qui d'autre que la Chine, Fred, aurait pu boucler des villes de 60 millions d'habitants du jour au lendemain, construire un hôpital de 1000 places en 5 minutes? C'est des décisions autoritaires et personne n'a son mot à dire. Alors évidemment qu'il y a des avantages, c'est-à-dire une puissance de feu, une puissance de réaction inégalée, mais il y a un parallèle, il y a un revers à cette médaille-là, et c'était ce dont on parlait dans un podcast dont je m'étais permis de publier le lien, un podcast du Daily, que je réinviterais tout le monde à écouter, où on laissait parler un reporter qui était à Wuhan et qui donnait un portrait de l'intérieur. Et lui, ce qu'il expliquait, et c'est exactement ça, c'était que il y a
il y a une face sombre, évidemment qu'il y en a une face sombre, mais elle est très claire dans une situation comme ça, c'est que aussitôt qu'il y a une erreur ou quelque chose qui ressemble à un cafouillage, exactement comme ce dont j'ai parlé tantôt, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'autorité au-dessus cherche un coupable et le limoge et s'en débarrasse. Et ce que ça fait, c'est que les gens vivent dans la terreur de l'erreur et aussitôt que quelque chose ressemble à une irrégularité ou une mauvaise nouvelle, on la cache et on la gère à l'interne. Je fais une petite parenthèse, je veux rassurer les gens à la maison, là, vous avez fait une blague tantôt de balle dans la nuque. Évidemment, dans les CPE, il n'y a pas... On n'arrive jamais à la balle dans la nuque. Et si ça arrive, c'est une balle en neuf. Absolument. Il faut quand même faut le préciser, mais je pense que les gens s'en doutaient, Fred. Oui, voilà. Mais poursuivons. Mais merci pour ce commentaire-là. Ça place les choses en perspective. Mais aussi dans les CPE, quand on fait comme ça des exécutions sommaires fictives, c'est jamais dans un stade. Non. Alors qu'à l'époque de la place Tiananmen, c'était devant public. Voilà. Donc, la peur d'être puni, c'est majeur. Et donc, c'est sans doute ce qui a fait que des médecins qui étaient face à des diagnostics, ils étaient au courant, ils se rendaient compte que, hey, taboire, ils disaient ça, en Chine, ils disaient taboire, ça ressemble vraiment au SRAS, on est-tu dans le trouble? Mais donc, c'est ça, c'est que tu as des médecins et des autorités locales qui ont vu les choses déraper et qui ont essayé de garder ça à l'interne pour ne pas avoir l'air de ceux qui arrivaient avec une mauvaise nouvelle. Et finalement, on garde ça à l'interne jusqu'à temps que ça éclate et que il soit trop tard. C'est ce qui est arrivé au SRAS, mais c'est finalement ce qui est arrivé aussi dans ce cas-ci. Disons que quand la porte de la collaboration s'est finalement ouverte, elle a été ouverte peut-être un peu plus rapidement et la Chine a paru mieux pendant un certain temps, mais c'est un rideau de fumée. C'est vraiment pas... cette peur-là nuit finalement à ce que les problèmes se règlent de la bonne façon. Et ça me fait exactement penser, Fred, je fais un parallèle encore avec mes éducatrices ou avec des profs à l'école. Un élève qui a besoin d'aller aux toilettes et qui a trop peur de son prof, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne lèvera pas la main. Il va essayer de gérer ça à l'interne jusqu'à ce que le problème éclate. Et finalement, on aurait peut-être dû... Il y a un avantage, Fred, à ce que les gens qui sont sous notre autorité ne soient pas terrorisés par nous. Oui, tout à fait. Et j'aimerais ça que vous en preniez note. Hein? Tabarnak. Avec votre autorité là, étouffante. Ah, tout à fait. Donc, on parle d'un grand test, un autre grand test pour le régime chinois. J'ai même lu dans Le Devoir, on comparait ça à la crise de la place Tiananmen. Donc, évidemment que le gouvernement chinois tente de garder la face, mais le réflexe d'écraser toute contestation, c'est extrêmement... Il faut écouter la balado du Daily, c'était vraiment extraordinaire. Mais tout ça est accessoire, parce que vous viviez des choses incroyables. Je vis des choses chinoises, des choses incroyables, effectivement, mais l'économie mondiale aussi, Fred, vit des choses. Et donc, ça se passe en Chine, mais l'OPEP a annoncé que la demande de pétrole qui était prévue pour 2020 va être considérablement diminué. Et la Chine est un client majeur du Golfe Persique pour ce qui est du pétrole. Et donc, on s'attend à ce que la consommation de pétrole baisse dans l'année à cause de la crise du coronavirus, à cause de la baisse du tourisme, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont plus en déplacement. Et en parallèle à ça, à cette baisse potentielle des prix du pétrole, il y a aussi Le Devoir qui publiait un article cette semaine que j'ai trouvé vraiment intéressant et un peu décourageant, qui parlait de l'attrait des VUS. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Donc, en fait, là, pour faire très surprenant. Oui et non, mais oui, surprenant. Surprenant dans le sens que ça n'a aucune logique. Les voitures qu'on utilise en ville sont de plus en plus grosses et de plus en plus chères et les gens s'endettent de plus en plus. Les voitures régulières, depuis les 6 dernières années, ont vu leur vente baisser de 31%, alors que les VUS, entre 1990 et 2018, ont augmenté, leurs ventes ont augmenté de 260%, à une époque où on devrait essayer de réduire notre consommation de pétrole. Mais je connais quelqu'un, Fred, en ce moment, qui essaye fort de réduire son empreinte écologique en parlant de pétrole. Et savez-vous, c'est qui? Non. Vous savez pas? Non. C'est votre chroniqueur, Fred. Voyons! Oui. Parce que c'est ça, ces choses que vous vivez. C'est ces choses que je vis, c'est que je suis en train, Fred, de me débarrasser de ma dépendance à la voiture. Oui, vous avez... Je me suis pas débarrassé, je me suis débarrassé de la voiture. Parce qu'effectivement, dans ma vie, il y a des changements assez majeurs, des décisions importantes et desquelles découle le fait que je serais porté à acheter une autre voiture. Et là, je me dis non, j'habite dans un coin où il y a un métro littéralement à 2 pas, une épicerie zéro déchet à distance de marche, une quincaillerie, une SAQ, un bar, des fruiteries. Vous faites la moue, Fred, parce que j'ai dit un bar. Ça fait japper le chien, voyez-vous? Je ne fais pas la moue. Non, du tout. Je ne fais pas la moue. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais donc, j'ai le luxe, Fred, d'habiter dans un quartier, si je suis capable de rester là, un quartier qui me permet de réduire considérablement mon empreinte écologique. Donc, je fais beaucoup de vélo aussi et j'essaie pour vrai de ne
plus avoir de voiture. Et je vais l'avouer, vous m'avez inspiré, Fred, parce que c'est vous le premier qui n'avez pas racheté de voiture quand votre Pontiac Régal a rendu l'âme. En fait, c'est un Buick Régal, 2005. Que votre père vous avait légué, bien sûr, un héritage à l'empreinte carbone assez sévère. Oui. Hein. Donc, on accepte... Sauf que là, évidemment, je l'avais pas payé, fait que je payais les dépenses, mais là, après ça, tu te dis, mon Dieu, ton réflexe, puis moi, j'en ai eu beaucoup de voitures parce que je suis dans cette culture-là, je restais en région aussi longtemps quand j'étais plus jeune, fait que mon réflexe, c'est de dire, on va en acheter un autre, mais j'avais entendu Pierre-Yves McSween, à l'époque de Le Bigot, qui était chroniqueur, qui m'avait convaincu de ne pas racheter de voiture. Eh bien, Fred, ça m'est resté dans la tête et j'essaie. Oui. Donc, j'essaie peut-être que je m'achèterai une Pico à 2000$ aussi, mais j'essaie de résister. Par contre, samedi matin, en marche vers le karaté avec mon fils, alors qu'il avait la poudrerie dans la face pendant presque 20 minutes pour se rendre au Patro Le Prévost, je pense pas qu'il pensait à son empreinte carbone à ce moment-là. Il pensait plutôt à pourquoi mon père est un craqué dans la tête. Oui, mais Godefroy Lorando. Et là, il faut résister, Fred. J'aurais pu prendre un taxi, j'aurais pu prendre un... Vous auriez pu contacter notre partenaire? Bien sûr, c'est ce que j'aurais fait si on n'avait pas été en tempête de neige. Parce que les communautos... Notre partenaire communauto! Absolument. Donc, je vous disais à l'époque, c'était ma deuxième voiture, mais là, maintenant, c'est rendu ma première voiture et je pourrais vous en parler beaucoup. Oui. Mais pendant les périodes de tempête de neige, là, c'est un peu différent et donc, je ne trouvais pas de voiture. Et j'ai marché et je peux vous dire que mon fils avait envie de me tuer. Et là, il faut résister à l'envie de combler ces besoins-là parce que, Fred... C'est vrai, il faut tuer son père, je vais lui laisser ça. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je résiste à l'envie de m'équiper d'une voiture. Et bref, épicerie, fuiterie et compagnie, si j'avais à racheter un logement maintenant, je ne pourrais pas racheter dans un endroit comme ça. Et là, qu'est-ce que je ferais? Je me ramasserais beaucoup plus loin et sans doute que je ferais comme bien du monde et j'aurais moi aussi une voiture parce que 1h15 de vélo pour aller travailler, c'est trop. Et puis 20 minutes de marche pour aller à l'épicerie aussi. Et donc, tout ça fait vaciller un peu mon optimisme. Des fois, je suis motivé, des fois, je trouve ça de lourd. Et là, j'ai un extrait sonore pour vous, Fred, qui va faire un petit lien là, avec le pétrole, qui pourrait peut-être miner ce qui vous reste d'optimisme. Évidemment, comme vous le savez, les discussions au cabinet sont secrètes. Vous êtes pour ou contre, personnellement, ce projet? Évidemment, j'ai plein d'opinions personnelles, mais comme ministre du patrimoine, je dois me garder une petite gêne. Ça doit être difficile de se garder une petite gêne dans votre position? Cette gêne-là m'empêche de vous en parler à vous publiquement, mais ça ne m'empêche pas d'en parler avec mes collègues au caucus ou au cabinet. Alors non, c'est pas difficile de ce point de vue-là. Vous serez solidaire de la décision, quelle qu'elle soit? Écoutez, je suis au gouvernement. J'ai décidé de me présenter avec le Parti libéral. Et je suis là pour la durée. Là. Je ne suis pas là pour quelques semaines ou quelques mois. Ça, Fred, c'est notre écologiste Stephen Guilbeault, qui nous montre maintenant qu'il est beaucoup plus libéral, finalement, et qui est définitivement rendu un politicien. Alors, vous savez de quoi il parle? Il parle de ce pipeline-là. Non, c'est pas un pipeline, c'est un projet de mine de sable bitumineux, le plus grand projet du genre au Canada. Je pensais qu'il parlait des contestations. Non, il parlait du projet Frontier, qui, pour lui donner mauvaise presse, là, pour le faire paraître fou, je vais dire le projet Frontier. Quand on lit en français. Mais les blocus qu'on... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le projet GasLink. Il y a beaucoup trop de projets pétroliers dans ce pays. Il y en a beaucoup. Et on perd le fil. On perd le fil de tout ce pétrole et ce gaz qui circule. Mais donc, alors que moi, je me tape la marche dans la neige samedi matin, littéralement pour essayer, pour vrai, de faire une différence pour la planète... C'est sûr que c'est rien ce que je fais, mais en même temps, je me dis, j'ai un micro, je peux en parler, je peux peut-être influencer des gens, et en même temps, j'y crois. Mais je me dis, le gouvernement Trudeau jongle en ce moment même avec l'idée d'autoriser ce projet-là de sable bitumineux, le projet Frontier, qui va être actif, ce projet-là, jusqu'en 2067. Il n'y aura même plus de planète. C'est-à-dire des années plus tard, Fred, après que le Canada soit rendu carboneutre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avec la pression qui arrive de l'Ouest canadien, je me demande bien où est-ce que Justin va s'asseoir. Sérieusement, là, il est quand même mal pris. Il a eu l'air fou en acceptant le pipeline Trans Mountain. Il a triplé la capacité de transport de ce pipeline-là, en sachant très bien, en ayant en main des rapports qui disaient que oui, ça allait être assez désastreux pour plusieurs éléments, sans compter... c'est principalement les épaulards, mais sans compter le nombre de petits atomes de carbone qui, au bout de la ligne, vont se faire libérer. Que va faire Justin, Fred? Je sais pas. Moi, je pense qu'il va dire oui. Je pense qu'il n'y aura pas le choix et il va embarquer dans ce projet-là. Il va autoriser ce projet-là. Mais après ça, il ne faudra plus mettre de hier. Là. C'est terminé. Ce gouvernement-là, en plus de Trans Mountain... Moi, je trouve que... Je fais une parenthèse, Godefroy. En fait, j'essaie de répondre parce que
Ah, c'est lourd. Je trouve que Justin Trudeau devrait peut-être engager éventuellement, là c'est sûr qu'il est ministre de l'Énergie, M. Julien, qui lui trouvait que GNL c'est extraordinaire. Lui, il est capable de nous vendre l'idée que produire de la pollution, en fait, c'est cool. Le ministre Julien sortirait sûrement un graphique avec une ligne qui descend, puis il dirait ça, c'est la production de carbone du Canada. Vous voyez, ça descend. Et puis, ça serait correct. Oui, voilà. Et ça serait simplifié. Puis, t'as le go qui serait derrière en disant « Ouais. » Des bons emplois. Oui. Non, et puis, je vous parlais de GNL Québec, Fred, mais je me sens un peu coincé dans ce pays-là. Là. Fait à gauche, à l'ouest, on a la pression de l'Alberta, de la Saskatchewan, qui ne sait plus... L'ouest qui ne sait plus quoi faire et qui est coincé dans ses seuls réflexes, c'est-à-dire produire du pétrole. Oui, dans une logique de pétro-État. Absolument. Vraiment. C'est vraiment ça. Oui. Et donc, on élargit les tuyaux pour en passer plus. Après ça, on va en creuser. Puis le sable bitumineux, Fred, c'est à peu près le pire pétrole possible sur la Terre. Oui. C'est un projet de 20 milliards de dollars. C'est vraiment énorme. Et au même moment, au Québec, on parle de peut-être accepter le projet GNL Québec qui, lui, va aller vendre du gaz naturel ailleurs dans le monde pour aller peut-être remplacer des énergies propres qui coûteraient un peu plus cher à développer. Fred, je marche dans la neige avec mon gars puis je me demande vraiment si je suis pas un épais. J'y pense. Je me dis, suis-je un taouin? La question se pose. Si 4 manifestants de 19 ans lancent des slogans dans un restaurant, on dit « Ouh, attention, ça c'est violent et il faut faire une transition, ça va trop vite. » Ces gens-là demandent trop de changements et il n'y a aucune transition. Il n'y a aucune mesure. Zéro. Zéro, mais en même temps, c'est qu'on a un gouvernement qui s'est fait élire en parlant de réconciliation avec les Autochtones, qui s'est également fait élire en parlant d'environnement, en parlant, et on se rend compte... Peut-être que le Canada est rendu impossible à gouverner. Ben, savez-vous ce qui me reste, Fred? La seule chose qui me reste, et là, ça va nous permettre de faire le pont avec la Chine. Oui. La bonne nouvelle, c'est que si on est vraiment, vraiment pas content, si on est vraiment enverra et qu'on est écœuré de travailler tout seul puis d'avoir un gouvernement qui ne nous ressemble pas, on peut toujours aller manifester notre désaccord. On a une marge de manœuvre parce qu'on n'est pas gouverné par des gens qui nous terrorisent. Et ça, c'est une chance qu'on a. Et donc, c'est un des éléments. Fred, j'ai un micro. On a des milliers de personnes qui nous écoutent chaque semaine. Des dizaines. Ben, on dépasse une dizaine de milliers et leurs amis qui s'en parlent après ça. Oui. Et c'est une chance. C'est une chance. Il n'y a personne qui va me menacer de dire ce que je suis en train de vous expliquer. Et donc, il y a des ingrédients qui restent de démocratie. Oui, éventuellement, peut-être. C'est trop long, mais... Voyez-vous, c'est la terreur qui s'installe. Ta chronique est trop longue, God. C'est ça, le petit rond de pipi par terre. C'est pour ça. J'avais le goût de vous demander de quitter, mais j'ai pas eu le guts. Et donc, Fred, il reste des ingrédients de démocratie ici et cette idée-là peut me permettre de continuer à essayer de vivre selon mes principes parce que je vais vraiment essayer de le faire de plus en plus et en espérant que les mentalités changent et évoluent et éventuellement peut-être celle de mon gouvernement aussi. C'est une excellente chronique, encore une fois, de Falando. OK. Bon courage. Est-ce que je peux aller faire pipi, Fred? Allez-y. Alors, c'est ce qui termine cet épisode bien charnu, bien costaud de la balado de Fred Savard. On est plus de 5000, presque 5000 à suivre la page de la page Facebook de la balado. Je suis vraiment heureux de ça parce que il y a de l'animation, les gens nous écrivent, c'est vraiment intéressant. Donc, merci d'être là. Je vais vous annoncer, là, j'attends, les gens veulent pas que je le dise, on va aller beaucoup sur la route au mois d'avril, au mois de mars. Il va y avoir des épisodes d'un peu partout au Québec, ça va se bousculer. J'annonce pas les dates tout de suite, mais ça va être devant le public. Vous allez pouvoir venir, les gens de partout au Québec, pour venir assister à l'enregistrement de la balado. J'ai écrit aussi aux donateurs. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas reçu le courriel encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est dans vos indésirables, mais la campagne de financement participatif qu'il y a eu avant Noël, il y avait toutes sortes de contreparties, dont une qui sera le party de clôture, si on peut dire, de la saison 2 qui se tiendra le 13 juin. On va enregistrer un épisode devant le public. Et après ça, il y aura un party. J'amène ma console et avec Godefroy, entre autres, qui est DJ. Et moi-même, on va faire danser les donateurs et les gens qui voudront peut-être se joindre à nous. Alors, ça s'en vient. Tous les détails seront évidemment et par courriel et sur la page Facebook de la balado. Merci vraiment d'être à l'écoute et nous, on se retrouve la semaine prochaine.